Bonjour et bienvenue. On va se poser une question fondamentale aujourd'hui, une question qui nous concerne tous. Est-ce que notre avenir est déjà écrit à la naissance? D'où on vient? Où on va? Est-ce que tout est joué d'avance? C'est ce grand puzzle qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Le point de départ dans la vie semble avoir un impact, énorme sur la destination finale. Mais pourquoi? Comment ça se fait que l'origine sociale pèse aussi lourd dans la balance? Pour commencer à répondre, il faut s'intéresser à un processus qui nous façonne tous, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Ce processus, c'est la socialisation. Qu'est-ce que c'est, la socialisation? Pour faire simple, c'est la manière dont on apprend, depuis tout petit, les règles du jeu de la société. C'est un peu le mode d'emploi qu'on intègre pour savoir comment se comporter, comment interagir avec les autres. Et ce mode d'emploi, il est fait de deux choses. D'un côté, il y a les valeurs, ce sont les grands idéaux, comme le respect, la réussite, l'égalité, et de l'autre, il y a les normes. Ça, ce sont les règles concrètes qui découlent de ces valeurs. Par exemple, être poli, aller à l'école, etc. Cet apprentissage ne se fait pas d'un seul coup. On distingue deux grandes phases. D'abord, la socialisation primaire pendant l'enfance, qui va vraiment poser les fondations. Et puis, la socialisation secondaire, qui dure toute la vie d'adulte, au travail, avec les amis, via les médias. C'est vraiment la famille qui joue le rôle principal dans cette première phase. C'est elle qui transmet les bases, la langue qu'on parle, les manières de se comporter à table, le rapport à l'autorité, bref, tout un tas d'habitudes et de codes culturels. Et attention, l'impact de cette première phase est colossal. Regardez ce chiffre, entre 20 et 30%. C'est la part des écarts de réussite scolaire qui peut s'expliquer uniquement par ces différences de socialisation dès le plus jeune âge. C'est donc loin, très loin d'être un détail. Bon, mais alors, que se passe-t-il quand cette programmation de départ n'est pas la même pour tout le monde? C'est là qu'on touche à la question de l'héritage invisible. Parce que, bien sûr, la socialisation n'est pas du tout uniforme. Elle est très différente selon le milieu social de la famille, son niveau d'éducation, ses ressources. En clair, on n'apprend pas tous les mêmes choses ni de la même manière. Et ça nous amène directement aux travaux d'un sociologue majeur, Pierre Bourdieu. C'est lui qui a développé l'idée que notre position dans la société dépend de différents types de capitaux. Quand on dit capital, on pense tout de suite à l'argent, au capital économique. Mais Bourdieu nous dit qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le capital social, c'est-à-dire le carnet d'adresses, le réseau, et surtout le fameux capital culturel. Et ce capital culturel, il est fascinant parce qu'il existe sous trois formes. D'abord, la forme incorporée. C'est notre façon de parler, de nous tenir, notre aisance. Ensuite, la forme objectivée. Ce sont les biens culturels qu'on possède, comme des livres, des tableaux. Et enfin, la forme institutionnalisée. Là, ce sont les diplômes reconnus par l'État. Bourdieu a montré quelque chose de très fort. Même nos goûts, ce qu'on aime écouter comme musique ou voir comme film, ne sont pas juste personnels. Ils fonctionnent comme des marqueurs sociaux qui nous classent. Ils distinguent ce qu'on appelle la culture légitime de la culture dite populaire. Ok, on a posé les bases théoriques. Mais alors, concrètement, dans la vraie vie, quel est l'impact de tout ça? C'est là qu'on arrive au cœur du problème, la reproduction des inégalités. La reproduction sociale, c'est un phénomène assez simple à décrire. C'est le fait que les enfants ont une forte tendance à occuper une position sociale similaire à celle de leurs parents. Les positions se transmettent en quelque sorte de génération en génération. Et ça, ce n'est pas juste une impression. Les sociologues le mesurent très précisément, avec des outils statistiques qu'ils appellent les tables de destinée. Et leur nom est assez évocateur. Regardons un exemple pour la France et les chiffres sont frappants. Un enfant de cadre a 50% de chances de devenir cadre à son tour. Pour un enfant d'ouvrier, cette probabilité chute à seulement 10%. On passe de 1 sur 2 à 1 sur 10. L'écart est juste immense. Et on pourrait penser que l'école est là pour corriger ça. Eh bien, dans un de ses livres les plus connus, Les Héritiers, Bourdieu montre que c'est souvent le contraire. L'école, sans le vouloir, tend à favoriser les élèves qui arrivent déjà avec un fort capital culturel. Mais pourquoi? Tout simplement parce que l'école valorise un certain type de langage, certaines références culturelles, des manières de raisonner, qui sont précisément celles des classes favorisées. Pour ces élèves, l'école est comme une continuité de la maison. Pour les autres, c'est un monde dont il faut déchiffrer les codes. Alors si on doit résumer tout ça, quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? L'idée vraiment essentielle à retenir, c'est que les inégalités sociales ne sont pas qu'une histoire de richesse ou de pauvreté. Elles sont bien plus profondes. Elles sont culturelles, sociales, et elles se transmettent de manière presque invisible à travers ce processus de socialisation. Et tout cela nous laisse avec une dernière question. Une question un peu dérangeante, mais essentielle. Si les dés sont pipés dès le départ, est-ce que l'école, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, donne vraiment sa chance à tout le monde? La question reste ouverte.